Bonsoir à tous. Bienvenue à l'ITS Pierre Bourdieu, pour ceux qui nous rejoignent ce soir. D'autres étaient déjà là depuis ce matin. Au nom du comité de direction de l'ITS, j'ai l'honneur d'introduire cette soirée et d'accueillir, pour notre plus grand bonheur, Gérard Mauger ce soir. En partenariat avec l'association Pause, Kabel et Samy présenteront juste après moi. Alors pourquoi Gérard Mauger à l'ITS Pierre Bourdieu? Donc Gérard Mauger, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, est sociologue, est directeur de recherche émérite au CNRS, directeur à la retraite. Et surtout, Gérard Mauger a inscrit sa pensée, ses travaux dans la lignée de l'œuvre de Pierre Bourdieu. Alors pour la petite histoire, vous savez que vous êtes dans un institut du travail social qui porte donc le nom de Pierre Bourdieu, et Gérard Mauger était présent, comme d'autres ici, il y a très peu de temps, à l'inauguration de cet institut, au moment où il a été décidé par le conseil d'administration de l'époque de donner le nom de Pierre Bourdieu à l'Institut du travail social. Les travaux de Gérard Mauger portent sur différentes problématiques en lien avec la société, des thématiques en lien avec la jeunesse, la déviance, les pratiques intellectuelles et culturelles, et bien entendu les classes sociales. C'est plus précisément en lien avec ce dernier ouvrage qu'il vient de publier qu'il va intervenir ce soir. Monsieur Mauger, dans son dernier ouvrage, propose une carte actualisée de la société française. Alors pour ceux qui ont lu La Distinction, pour ceux qui étaient présents il y a à peu près un an, il me semble, maintenant un petit peu plus peut-être, nous avions eu l'honneur de recevoir Tiffaine Rivière. Et Tiffaine Rivière donc a remis à l'honneur l'ouvrage de Pierre Bourdieu sur la distinction. Gérard Mauger propose aussi une autre façon de remettre à l'honneur cet ouvrage-là en actualisant à la fois le concept de classe sociale. Certains diront qu'il a disparu, et je pense que si certains ce soir le pensent, peut-être, j'espère, qu'en quittant la salle après l'intervention de M. Mauger, vous verrez que loin d'avoir disparu, les classes sociales sont non seulement toujours présentes, toujours existantes, mais qu'au sein même des différentes classes, il existe une forme d'hétérogénéité des ménages, des individus. Je vous laisserai peut-être développer ces notions-là également pour nous dire ce que vous en pensez. Donc, dans un contexte sociétal où coexistent des individus aux caractéristiques personnelles, familiales, professionnelles, sociales, avec des croyances différentes, des croyances politiques, des croyances religieuses, comment faire société en 2025? Donc, c'est le titre de la conférence qu'on vous propose ce soir. Avant de passer la parole à Samy, je voudrais remercier non seulement M. Mauger, je voudrais remercier l'association Pause avec qui l'ITS est partenaire, et puis une pensée toute particulière pour Nathalie Grenier, qui voilà, reste toujours très discrète, mais a grandement contribué à la réussite, je l'espère, de cette soirée. Merci à tous. Merci, merci beaucoup Alice de ces propos introductifs et puis merci à travers ta personne à l'Institut du travail social de nous faire continuer du partenariat évidemment en intelligence collective autour de la réflexion de ce qu'est-ce que c'est qu'une société. Alors ce soir effectivement le thème est même clair enfin, est explicite, comment faire société aujourd'hui en France. Bon, tu as présenté effectivement l'essentiel de ce que nous voulons présenter dans un propos liminaire et qui ne soit pas trop ennuyeux du sociologue Gérard Mauger, mais Gérard Mauger fait partie effectivement, son travail au long cours
du travail de l'intellectuel collectif Pierre Bourdieu. Je crois qu'on peut le dire comme ça, parce que, évidemment, il y a l'œuvre du sociologue Pierre Bourdieu, mais il s'est toujours entouré et a travaillé avec nombre de collaborateurs, et c'est bien, et lui-même revendiquait aussi collectivement cette expression d'intellectuel collectif Pierre Bourdieu. Alors, nous, modestement, à Pau Sciences économiques et sociales, nous revendiquons aussi d'en faire partie, très localement, et à partir d'une initiative qui est née en 2002, au moment de la disparition du sociologue. Nous étions quelques-uns de professeurs de sciences économiques et sociales de lycée, ce qui est toujours mon cas à Samy-Bourry. Je me présente. J'enseignais au lycée Barthou, qui avait été dans les années 40 le lycée qu'a fréquenté le collégien, puis le lycéen Pierre Bourdieu. Et à la disparition, nous nous sommes mis en demeure de lui rendre un hommage pratique, parce que en tant que prof de sciences économiques et sociales, on ne peut pas ne pas connaître un minimum et enseigner un minimum. Les programmes n'y prêtent pas, bien évidemment, tu le sais Gérard, donc de la sociologie de Pierre Bourdieu. Mais beaucoup d'entre nous étions pour partie au moins bourdieusiens, on va le dire comme ça, apprécier les lunettes que nous, épistémologiques, c'est-à-dire la façon de comprendre le lien social que nous proposait Pierre Bourdieu, et on s'est mis en demeure de faire un hommage pratique l'année suivante. Pour ce faire, nous avons rencontré rapidement Abel Kouvouama, à notre droite ici, qui venait de prendre la chaire d'anthropologie à l'université de Pau et de Pays de l'Adour, grâce à l'entremise d'autres sociologues. Et puis, on a travaillé ensemble, et ça fait maintenant 23 ans, 24 ans que nous travaillons, enfin 3 ans que nous travaillons ensemble, à organiser annuellement, avec l'aide de nos partenaires, que sont Henriette, que sont Marie-Claude, que sont Aline, ici présentes, eh bien, une série d'actions annuelles, l'œuvre de Pierre Bourdieu en pratique, qui essaye de diffuser un peu de ce savoir, voilà, au-delà des classes de lycée, au-delà des amphithéâtres des départements de sociologie. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain que, c'est un peu la remarque, mais on est patient, qu'à l'UPPA, on enseigne beaucoup. Effectivement, la sociologie façon intellectuelle collectif Pierre Bourdieu. Tout ceci pour nous présenter avec Abel, avec Aline, avec Marie-Claude, avec Henriette, et dire qu'à l'occasion, nous sommes invités par votre directeur, votre directrice plutôt des études, pour évidemment proposer ce qu'est ce qu'on peut appeler le monde social selon Pierre Bourdieu. Voilà, parce qu'il y a bien des façons de faire la sociologie, bien évidemment, et c'en est une parmi d'autres, mais parmi les plus puissantes de notre point de vue, mais aussi du point de vue d'un certain nombre d'observateurs à l'échelle mondiale, de comprendre ce que c'est qu'une société profondément. On intervient ce soir à l'invitation de l'ITS dans le cadre de ce mois de mars qui attaque à Pau et dans son agglomération les discriminations, c'est bien ça le thème principal. Et puis alors, avec l'idée que on posait une question autour de comment faire société, avec l'idée évidemment implicite que comment faire société malgré le fait que notre société soit marquée par un certain nombre de lignes de rupture, dont celles qui sont ourdies au quotidien, malheureusement, par un certain nombre de ce qu'on appelle des discriminations. Ah oui, effectivement, a priori, les discriminations, mais on va y revenir évidemment, et on va inviter Gérard à y revenir, s'opposent à un type de lien social qui soit un lien social de partage, en tout cas, d'égalité citoyenne, d'égalité des personnes, puisque, dans une acception, dans un sens très très rapide, évidemment, c'est prendre l'autre pour moins que soi, bien évidemment, et le rejeter. Donc, c'est évidemment une problématique un peu de sens commun, comme ça, qui nous vient spontanément, mais à l'esprit. Et qu'on va interroger, mais qu'on va l'interroger en deux temps, certainement. Pour autant, d'un point de vue sociologique, poser la question comment faire société, c'est peut-être une question qui n'a pas beaucoup de sens non plus, parce que, ben oui, malgré les discriminations, malgré d'autres lignes de fracture, c'est un autre mot qui a pu être employé, qui sont celles des inégalités économiques, des inégalités sociales, des inégalités culturelles, des inégalités politiques, qui n'ont pas cessé depuis 30 ans qu'on parle de fracture, par exemple, ou 40 ans sociales. On a même parlé à un moment donné d'exclusion d'une partie de la société. Pour autant, la société
société, elle est là. Nous sommes là ce soir. Alors, nous sommes une petite partie, et pas n'importe quelle partie de la société, mais pour autant, nous faisons quand même société avec tous les autres membres de la société, quels qu'ils soient, quelle qu'elle soit. Et donc, on peut se poser la question de qu'est-ce que faire société en France de nos jours, mais est-ce que ça a vraiment un sens sociologique? C'est une question, évidemment, qu'on va poser à Gérard Mauger, parce que soit certains phénomènes viennent contenir, limiter les lignes de fracture, soit c'est que la société, de toute façon, est sociologiquement structurée par des principes clivants, dont les logiques de distinction, tu en as parlé tout à l'heure, seraient sociologiques, hein, seraient un vecteur principal. Et à ce titre-là, pourquoi pas avec les illustrer par le phénomène de discrimination, mais il y a aussi d'autres logiques autrement, différemment structurantes et peut-être de façon plus importante, avec plus d'importance et plus d'effets qui structurent nos rapports sociaux, qui sont les rapports de classe sociale. Hein. Et c'est évidemment, je crois, un peu le sens de tes travaux, Gérard, au long cours et renouvelés récemment. Donc, ce soir, j'ai essayé de faire simple, mais déjà, des fois, je me suis dit, en prenant la parole, que j'étais déjà un petit peu pas si simple que ça, on va le dire comme ça. On n'est pas avec des partenaires qui sont des étudiants ou des enseignants de sciences sociales. Hein. On est avec vous ce soir, des apprenantes et des apprenants, et des professionnels de l'intervention sociale. Évidemment, ça a un lien, ça a beaucoup de liens, et puisse l'intervention sociale et les métiers de l'intervention sociale être toujours plus instruits, nourris des sciences sociales, c'est-à-dire d'une approche qui cherche à décrire, à comprendre scientifiquement ce que c'est que le social. Mais vous n'êtes pas étudiante ni universitaire de sciences sociales, donc il faut qu'on fasse attention, évidemment, à s'exprimer dans un langage qui soit le plus commun possible. Donc voilà. Qu'est-ce que c'est que les discriminations? Quel en est le principe d'activation sociale? Sur quels critères de différenciation s'organise-t-elle, se développe-t-elle? Est-ce que ces dernières années, elles ont eu tendance à se développer ou inversement à régresser? Quelle est leur importance sociale dans nos arrangements sociaux? Mais, comme je le disais tout à l'heure, quels sont leurs rapports, ces discriminations, avec d'autres principes de structuration de nos liens sociaux que sont les rapports de classe sociale? Comment s'articulent finalement ces différents phénomènes de domination sociale? Hein. C'est un peu ce que l'on voudrait peut-être que tu développes, enfin en tout cas que tu présentes, de façon... Alors, c'est pas une conférence, hein, c'est plutôt effectivement des propos liminaires que nous tenons les uns et les autres, mais après qui appellent à échanger avec vous. Donc, posez toutes les questions intelligentes que vous le pouvez, c'est-à-dire celles, y compris celles que vous penserez être un peu naïves ou un peu bêtes, parce qu'il n'y en a pas de questions bêtes ou naïves, parce que c'est comme ça qu'on doit... c'est à nous, évidemment, de montrer qu'elles sont pertinentes, parce qu'elles le sont nécessairement. Voilà, pour ces quelques propos introductifs, et je reviendrai éventuellement pour soutenir éventuellement des rebonds ou proposer d'autres questions par rapport à ton travail, Gérard. Merci. Ok, merci beaucoup, Samy, de ces propos liminaires qui, voilà, m'invitent à essayer de savoir qu'est-ce que je pourrais bien vous raconter, en tout cas dans quel ordre, quoi. Bon, parce que c'est pas tout à fait évident. Au fond, je vais prendre au sérieux comment dire, l'enjeu qui peut sembler un peu banal, facile, qui était énoncé pour cette soirée, faire société. Qu'est-ce que ça veut dire faire société? Euh, c'est pas une question simple, hein. C'est pas une question tout à fait évidente, mais c'est, je crois, une question tout à fait fondamentale. En tout cas, c'était celle que le fondateur de la sociologie, Émile Durkheim, peut-être que vous savez pas qui c'était, mais enfin bon, voilà, c'est un vieux monsieur barbu il y a très longtemps, voilà, du début du XXe siècle. C'est une question qui se posait, voilà, il se demandait, bon, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, quoi, une société, quoi, quand on est le fondateur de la sociologie, ou en tout cas un des fondateurs essentiels de la sociologie, il se demandait c'est quoi une société, c'est une bonne question, effectivement. Alors, la réponse est finalement assez simple, c'est, je crois.
Enfin, il y a une réponse simple, en tout cas celle de Durkheim, là, et à mon avis, elle est très satisfaisante. Euh, D'une certaine façon, on pourrait dire qu'il répondait que la question ne se pose pas. Voilà, la question ne se pose pas parce que quand on est, bah, la société, elle est toujours déjà là. Celui, celle qui vient au monde, il n'est pas sur la Lune, il n'est pas sous l'eau, il est dans un univers spécifique qui s'appelle une société. Voilà, on peut dire ça, il est dans une société. Donc le problème n'est pas pour lui savoir comment faire société, parce que c'est déjà fait, quoi. Elle est là, la société. Voilà, et son problème est plutôt de s'adapter à cette société, d'apprendre à vivre en société. Enfin, il lui faut apprendre à vivre en société, parce que la société, c'est pas lui qui va l'inventer, hein. C'est pas aucun de nous qui va inventer la société, personne n'invente la société. La société, elle est toujours déjà là. Voilà. C'est une chose tout à fait essentielle à comprendre. C'est-à-dire que la société, c'est un donné. Voilà, elle est déjà là. Alors, elle a une histoire, hein, ça ne veut pas dire qu'elle a toujours été là, ou qu'elle a toujours été là dans l'état où on la connaît. Elle s'est transformée, elle a évolué au fil du temps, mais elle est toujours déjà là. C'est ça sans doute qui est important. Donc, ce qui veut dire que pour chacun de nous, continuer à vivre en société, il faut apprendre. Voilà, c'est le nouveau-né, il doit apprendre à vivre en société parce qu'il ne sait pas, quoi. Bon, évidemment, il ne sait rien. Voilà, il faut qu'il apprenne tout de cette société. Il faut qu'il apprenne à y vivre. Apprendre à y vivre, ça veut dire apprendre à, par exemple, bah, je sais pas, c'est ce que disait Durkheim, quoi, apprendre bah, les institutions, quoi, qui forment cette société, à savoir qu'il y a des choses qui sont des institutions que tout le monde connaît, comme, je sais pas, la famille, l'école, la police, l'État, le gouvernement, la justice, etc. Enfin bon, tout ça est toujours déjà là. Voilà, et il faut apprendre à vivre avec. Faut apprendre à vivre dedans parce que c'est comme ça, quoi. Bon, on n'a pas le choix, hein. Bon, il va falloir apprendre à vivre en société. Ça veut dire apprendre des choses aussi importantes que, par exemple, apprendre la langue, apprendre à parler, hein. Bon, voilà. Donc, on est dans une société X, nationale en général, hein, où il y a une langue courante, véhiculaire, qui permet de communiquer avec tout le monde, qui est celle à travers laquelle on peut exprimer ses besoins ou s'informer, bon, apprendre ceux des autres, etc. Bon, il faut apprendre la langue d'abord. Voilà, hein, c'est la première des choses sans doute qu'il faut apprendre, mais pas seulement. On apprend de façon plus ou moins, ça on l'apprend avec les parents, hein, bon voilà, essentiellement, puis après avec l'école, etc., et les autres, bon voilà, on va apprendre à parler petit à petit, la langue dans laquelle on est immergé, et qui est une chose tout à fait essentielle, c'est une des façons de faire société, parler la même langue, c'est une chose tout à fait essentielle pour pouvoir faire société, c'est même sans doute une condition nécessaire, hein, si elle n'est pas suffisante, elle est sans doute nécessaire, parce que si on ne se comprend pas, je vois pas comment on pourrait faire, quoi, bon, voilà, donc c'est une chose tout à fait importante, et au-delà de ça, bon, c'est apprendre des choses aussi importantes que, alors on les apprend pas comme ça évidemment, mais bon, le droit, par exemple, le droit qui organise aussi hein, les rapports sociaux, le droit de propriété, des choses comme ça, voilà, des choses tout à fait importantes. Alors on vous fait pas un cours de droit quand vous êtes un nouveau-né, hein, ni même à l'école primaire, mais enfin bon, on apprend en vivant dedans, quoi. On apprend qu'il y a des choses comme ça qui existent, quoi, qu'il y a papa, qu'il y a maman, quoi. Il y a les frères et sœurs, voilà, une institution familiale avec des rapports plus ou moins codifiés entre eux, enfin des choses comme ça. Il faut apprendre à vivre là-dedans, bon, à s'y faire et à intérioriser que soi-même on y a une place, hein, celle de, bah, je sais pas, de fils ou de fille par exemple, puis après quand on va à l'école d'élève et puis après quand on aura le droit de vote de citoyen etc. Enfin bref, vous voyez, tout un ensemble d'institutions, disait Durkheim, qui font la société et qui sont toujours déjà là. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles sont immuables, qu'elles changeront jamais, elles peuvent changer au fil du temps. Bon, certes, elles changent, c'est vrai, mais moins qu'on croit. En tout cas, voilà, c'est une expérience de vieux sociologue. Voilà. C'est aussi que, bien sûr, ceux qui parlent du monde social, bon, ben, il y a pas que les sociologues, hein, loin s'en faut. Je sais pas, les journalistes, ils font ça tous les jours, quoi. Ils n'arrêtent pas de parler du monde social. Les politiques aussi parlent du monde social sans arrêt. Ils parlent de la société. Ils ont des représentations, des visions de la société. Donc ils disent, voilà, ce qu'il en est de la société, ce qu'elle devrait être, ce qu'il faudrait qu'elle soit, ce vers quoi il faudrait qu'elle tende, etc. Bon, donc, et les journalistes là-dedans qui doivent tous les jours dire quelque chose, parce que c'est leur métier, ils sont payés pour, quoi. Bon, donc il faut qu'ils inventent quelque chose, quoi. Vous voyez, donc ils ont tendance à produire du changement parce que voilà, c'est enfin bon besoin comme changement. Enfin, ils parlent quand même souvent des faits divers, hein, bon qui changent pas beaucoup, c'est toujours les mêmes, ou de la météo, quoi. Bon, il pleut, il fait beau, il fait froid. Bon, ah le printemps arrive, bon voilà, on est content. Voilà, ça leur permet de dire ça, mais enfin ça leur permet aussi, ça les cause
incite en quelque sorte aussi à inventer du changement sans arrêt, quoi, et à faire des métamorphoses fondamentales. Nous vivons désormais dans un autre monde, nos démocraties sont menacées, voilà, je ne sais pas, enfin, mais quoi encore, quoi. Bon. Donc ils doivent inventer du changement parce que c'est leur boulot, quoi. Bon, d'une certaine façon, ils sont payés pour, quoi. Faut des actualités, il faut qu'il y ait des actualités, donc pour qu'il y ait des actualités, il faut qu'il y ait des événements. Alors voilà, tout ça pour vous dire que, enfin des choses que vous savez sans doute, que, comme moi, et mon point de vue sur ça qui est que, bon, ça change, mais voilà, pas si vite que ça, quoi. Le monde social change, est très très inerte, quoi. Fondamentalement très très inerte et change, certes, mais lentement. Voilà, change lentement. C'est-à-dire que, voilà, à mon grand âge d'aujourd'hui, j'ai vu des choses changer, c'est vrai, quoi. Mais bon, petit à petit, quoi, hein, petit à petit, quoi. Les bouleversements, les cataclysmes sont quand même assez rares. Et ce qu'on nous annonce comme tels, qui sont parfois des réels changements, ils étaient toujours déjà là avant, quoi. Bon, voilà, il y a toujours un avant. Vous voyez, bon, voilà, ça me semble important peut-être de dire ça. Donc, voilà, la société, c'est une chose qui existe. Voilà, qui a une consistance, on peut la décrire à travers des choses qu'on appelle des institutions, dont je vous ai parlé, qui évolue, certes, mais qui évolue lentement, très lentement. Alors, euh, voilà, c'est la première chose que je voulais vous dire sur faire société. Bah, faire société, elle est déjà faite, quoi. Bon, alors, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas continuer à la faire, d'une certaine façon, on va continuer à sa place, très modeste, hein, parce que quand on est un individu, quoi, bon, va faire changer la société, bon, bon courage, quoi. Enfin, il y a ceux qui font semblant. Les politiques qui nous gouvernent font semblant de tenir les manettes, de gouverner, etc. Ils le font un peu, quoi, un petit peu. Mais enfin, bon, jusqu'à un certain point aussi, quoi. Mais ils exagèrent, quoi. Bon, dans leur capacité à changer réellement le cours des choses. Et c'est comme si, je sais pas moi, un type qui gouvernait un paquebot, quoi, disait, bon, on va te virer à 180 degrés. C'est pas possible, quoi. Bon, dans le quart d'heure, c'est tout à fait exclu. C'est structurellement impossible. Alors, on peut pas faire ça, quoi. Ça veut pas dire qu'on peut rien changer, mais bon, ça s'appelle des révolutions d'ailleurs quand on change, mais c'est assez rare, hein, c'est pas tous les jours qu'il y en a, quoi. Des choses qu'on peut appeler des révolutions, c'est-à-dire des changements assez radicaux dans le cours de l'histoire. Il y en a quelques-uns, quoi. Mais la Révolution française, 1789, voilà, c'en était une, celle-là. Mais il y en a pas tellement, quoi. Vous voyez, dans le cours de l'histoire, il y a eu octobre 17 en Russie, on a renversé le tsar pour faire la révolution bolchevique. Bon, ça a été effectivement un changement majeur, visible à l'œil nu, comme ça, marqué dans le temps très très profondément. Euh, Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on a annoncé, c'est ce qui s'est passé d'ailleurs, hein. Mais ça ne veut pas dire pour autant d'ailleurs que les structures antérieures n'étaient pas toujours là, quoi. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est comme un paquebot. J'ai l'image du paquebot, elle est pas mauvaise, quoi, je crois, parce que vous voyez, ça ne change pas comme ça, quoi. Quand un paquebot qui est lancé à 80 nœuds, il ne va pas tourner comme ça, genre, c'est pas possible, quoi. Bon, voilà, une société, c'est un peu comme ça ne peut pas, en fait, ça ne peut pas changer si vite, quoi. Ça change, certes, mais doucement, voilà, mais lentement. Alors, on a bien sûr envie qu'elle change. Pourquoi? Parce qu'elle est très imparfaite, cette société. Voilà, donc je veux dire un mot sur les discriminations. Bon, euh, bah oui, quoi, on s'aperçoit assez vite que dans cette société telle qu'elle fonctionne, avec les institutions telles qu'elles sont, il y a comment dire, des inégalités patentes, visibles à l'œil nu, crève les yeux, quoi. Alors, crève les yeux, bon, là encore, bon, oui. Oui, elle crève les yeux, en même temps, non, elle crève pas les yeux. C'est-à-dire que, en fait, elle crève les yeux pour un sociologue dont c'est le métier, quoi, que de regarder le monde social, c'est d'objectiver un petit peu ce qui s'y passe, comment les gens se distribuent là-dedans, ce que j'ai essayé de faire dans ce petit livre, là, Les classes sociales en France. Hein, c'est essayer de décrire ce monde social. Bon, bah, quand on essaye de le décrire, on s'aperçoit que, bah non, tout le monde n'est pas exactement logé à la même enseigne, qu'il y a des inégalités, il y a des différences. Bon, donc je vais y revenir dans un instant, j'en parlerai un petit peu plus longuement tout à l'heure de ces inégalités, de ces différences. Mais d'abord un mot sur un certain type de différence dont on parle beaucoup ces dernières décennies en France, les discriminations, voilà, puisque on m'invite à en parler. Alors, essayez d'en dire un mot. C'est un type d'inégalité particulière sur lequel on insiste beaucoup ces derniers temps depuis quelques décennies. On insiste beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'elle date simplement de quelques décennies. Hein. Elles sont elles aussi beaucoup plus anciennes que ça. Mais bon, voilà, elles sont à l'ordre du jour. On en parle beaucoup. Alors, il faudrait se demander pourquoi elles sont à l'ordre du jour et pas d'autres. Voilà, parce que vous voyez, quand on dit, vous voyez, c'est un truc essentiel des politiques, ça, ou des journalistes. Hein. C'est quand on dit, vous voyez ce que fait ma main droite, vous voyez, on dit aussi en même temps, ne regardez pas ce que fait ma main gauche.
voyez? C'est quand on attire l'attention sur ça, ça veut dire aussi qu'en même temps, bien souvent, on empêche qu'elle se fixe sur ce qui se passe à côté, quoi. Vous voyez? Regardez ça. Bon, mais du coup, vous voyez pas le reste, quoi. Bon. Alors, parlons des discriminations, ça a à voir avec ça, hein. Les discriminations dont on parle, elles sont très souvent liées sans doute à finalement, je parlais de la Révolution française tout à l'heure, tiens, ça tombe bien, voilà, c'est à mon avis une suite lointaine de la Révolution française, une certaine idée de ce que c'est que l'égalité, ouais, telle qu'elle a été proclamée par la Révolution française. Nous sommes tous égaux en droit. Bon, bon, ok, c'est pas tout à fait faux, effectivement, mais on s'aperçoit aussi que c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai, voilà. Euh, euh, on a mis en évidence, par exemple, justement, discrimination, elle tente très souvent à mettre en évidence des inégalités d'allure naturelle ou de ce qui semble fondé en nature. Par exemple, la plus évidente pour tout le monde, celle entre les hommes et les femmes. Ah, l'égalité, ouais, bon, oui, d'accord, mais enfin, voilà, entre les hommes et les femmes, c'est pas tout à fait vrai, quoi. Bon, tout le monde sait ça. Euh, on voit bien que voilà, les femmes ont été pendant très très longtemps dépendantes économiquement de leur mari, si elles en avaient un, si elles en trouvaient un. Bon, voilà, parce que une femme, ça restait à la maison, quoi. Bon, en tout cas certaines, pas toutes, ça dépendait lesquelles, mais là je parlerai déjà des classes sociales, quoi. Il faut rappeler à ce propos-là quand même, par exemple, une chose sur les changements. J'ai dit que ça changeait pas, j'ai tort, hein, ça change. Euh, en, Pendant l'entre-deux-guerres, en France, si je ne m'abuse, il y avait encore 40% de paysans. Vous voyez, dans la population active, 40% de paysans, vous voyez. Bon, donc 40% de paysans et de paysannes. Dire que les paysannes ne travaillaient pas, bon, quand même, quoi. Ces paysannes, elles travaillaient aussi, parce que voilà, elles étaient dans des petites propriétés, hein, des petits paysans parcellaires, comme on dit, voilà, dans l'immense majorité d'entre eux, et ces couples de paysans travaillaient au champ, quoi, s'occupaient des animaux, quoi. Bon, voilà, donc ça faisait quand même tout un tas de femmes qui, quand j'ai dit, travaillaient pas, bon, on se calme, quoi, c'est pas tout à fait vrai, ça dépend lesquelles, quoi. Celle-là, évidemment, elle travaillait. Bon, mais elle travaillait sans salaire. Ça, c'est important aussi, hein. Dans le salariat, par contre, là, et là, pour le coup, il n'y avait pas de besace de femmes, et plus le salariat était élevé, moins il y en avait de femmes, ou quasiment pas, quoi. Dans les classes, pardonnez-moi, je parle des classes sociales, j'anticipe, quoi, mais je peux pas faire autrement, quoi. Dans les classes sociales élevées, les femmes, elles tenaient salon, quoi. Bon, hein, voilà, elles représentaient symboliquement la famille, elles faisaient des enfants, hein, elles s'occupaient des enfants, ça, si, enfin, avec l'aide de gouvernantes et de tout ce qu'il fallait autour, quoi, etc. Mais enfin, bon, voilà, elles n'avaient pas d'autre activité professionnelle que celle de représenter la famille et de produire des enfants, quoi, en quelque sorte. Bon, ça, c'est une différence, voilà, très, très visible et qui est aujourd'hui très fortement remise en cause. Et la première discrimination, sans doute la plus visible aujourd'hui, c'est celle entre les hommes et les femmes, en tout cas celle qu'on ne cesse de mettre en avant, quoi, parce qu'il y a des féministes qui se chargent de la mettre en avant. Alors pourquoi il y a des féministes, vous me direz? Bah, parce que, je pense, le fait que, ça c'est un changement, les femmes, un changement, vous voyez, sur la longue durée, c'est pareil, c'est pas en 2 jours, quoi. Bon, les femmes sont allées de plus en plus à l'école, voilà, hein, elles ont été scolarisées de plus en plus. Elles sont allées à l'école de plus en plus longtemps, jusqu'à un résultat nouveau, là, qui est visible, que les journalistes signalent, ils ont raison, là, que les femmes deviennent plus diplômées que les hommes. Voilà, hein, c'est de façon globale, quoi, par rapport à la société française, les femmes ont des titres scolaires plus élevés que ceux des garçons. Alors, ce n'était pas le cas, avant, ils n'avaient rien du tout, quoi, ils n'y allaient pas, ou elles faisaient passer, quoi. Bon, aujourd'hui, voilà. Bon, et l'autre changement, sans doute majeur, parce que c'est pas produit en un jour, évidemment, il a fallu du temps, hein, mais l'autre changement majeur, c'est le fait que, au lieu de conserver, comme dit un collègue sociologue, François de Saint-Gly, de faire de leur capital scolaire une dot, une espèce de dot sociale, vous voyez, c'est pour trouver un bon mari, il fallait avoir un bon diplôme, mais on plaçait ce diplôme sur le marché matrimonial, elles sont mises à le placer sur le marché du travail. Voilà, c'est ça le changement, à mon avis, tout à fait essentiel. Et le plaçant sur le marché du travail, elles se sont aperçues qu'elles étaient l'objet de discrimination. C'est-à-dire, discrimination, c'est à travail égal, salaire illégal. Voilà, par exemple, on voit une belle, là, c'est égalité de diplôme, à égalité de position, à même position dans le marché, dans la division du travail. Globalement, on s'aperçoit qu'il y a un handicap féminin, voilà, proprement féminin, qui n'est pas justifiable
Voilà, et, autrement qu'en termes de discrimination, parce que c'est une femme. Parce que c'est une femme, donc tu n'auras pas, voilà. Donc, en fait, bon, le seul argument, comment dire, qui a un air validable, mis en avant, c'est vous êtes des nouveaux. Vous êtes des nouvelles, vous ne faites qu'y arriver, quoi. Bon, attendez, pas de patience, ça viendra, quoi. Non, c'est pas faux, ça finit par petit à petit se réduire, l'écart finit petit à petit par se réduire, mais c'est typiquement une discrimination liée au sexe, hein, qui fait que pour des compétences égales, un même travail, des mêmes pratiques, etc., on est rémunéré pas de la même façon. Voilà. Bon, donc vous voyez, ça c'est dans l'esprit 89, quoi. Hein, c'est voilà, c'est l'égalité des droits. Bon, si je fais la même chose, j'ai le droit à la même chose, quoi. Bon, voilà. Donc alors ce que je viens de dire de discrimination homme-femme, c'est vrai aussi pour les discriminations raciales. Alors, c'est un autre type de discrimination, fort ancienne, elle aussi, ça ne date pas d'hier, mais bon, voilà, petit à petit, et pour les mêmes raisons, je crois d'ailleurs, hein, fondamentalement, on s'est rendu compte que non, c'était pas acceptable, quoi, que enfin en tout cas des militants ou des intéressés se sont rendus compte que ces discriminations raciales, alors, voilà, en fonction de quoi, de la phénotype, du couleur de peau, etc., voilà, votre travail vaut moins, vous n'avez pas le droit à, etc., vous avez des droits illégaux, injustifiables injustifiable autrement qu'à travers des discriminations de type racial, biologique encore. C'est comme pour les hommes et les femmes. Hein. C'est d'être biologiquement différent et hop, bon, voilà, ça sert de justification à tout et en particulier pour les discriminations raciales. On pourrait continuer. Donc c'est un deuxième type de discrimination qui sont mises en avant contre justement une prétendue égalité dont il s'avère que, bah voilà quoi, même l'égalité la plus formelle n'est pas respectée. Hein. Voilà. Bon, c'est vrai encore pour d'autres caractéristiques du même type. Je ne sais pas, les handicapés, par exemple, voilà, c'est encore, là encore une discrimination physique, biologiquement définie, qui vont servir de prétexte à des pratiques discriminatoires, c'est-à-dire d'inégalité injustifiables. Injustifiable autrement qu'à travers cette raison qu'il n'en est pas une. Quoi. Bon. Donc voilà, on peut dire ça, c'est des inégalités injustifiées ou que peinent à justifier ceux qui les pratiquent. Quoi. Voilà, ils ont beaucoup de mal à les pratiquer. Pour le reste, ils se débrouillent. On y reviendra tout à l'heure. Mais ce côté-là, effectivement, c'est les inégalités, on pourrait dire, les plus injustifiables qui soient. Quoi. Qui sont décemment, c'est pas possible de justifier ça. Quoi. Bon. Alors tout le monde est, donc du coup, alors, pourrait voir qu'il y a un bel unanimisme, tout le monde qui est contre lever la main, bon personne quoi, bon on n'ose pas quoi, bon on n'ose pas dire ah, bah oui c'est normal quoi, bon, bon c'est vraiment se désigner comme un fasciste on dirait aujourd'hui, hein, c'est l'extrême droite quoi, hein, oui, voilà. Alors, c'est pas totalement infaisable. Alors, on voit ça, effectivement. Hein, alors qu'on pensait que ce genre de comportement était de plus en plus difficile, quoi. Bon, enfin, intenable, quoi. On voit voilà, des puissants de ce monde qui la ramènent avec des arguments de ce type-là. Alors, effectivement, vous avez, comme moi, entendu parler de l'élection de M. Trump à la présidence des États-Unis, qui, bon, voilà, quoi est en train de remettre au goût du jour hein, voilà, des discriminations qu'on pensait d'un autre âge. Quoi. Voilà, en tout cas, chez ces gens-là, quoi. Bon, on ne dit pas des choses comme ça. Quoi. On ne dit pas des choses comme ça. On fait, bah, si, on peut le dire, on peut le faire. Voilà, ce type-là s'autorise à le faire. Voilà. Bon, il faudrait savoir pourquoi. Hein. Bon, il faudrait savoir pourquoi et pourquoi le faisant, il est élu parce qu'il a été élu quand même. Hein. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'il y a eu une majorité de gens qui ont voté pour lui, quoi. Bon, voilà. C'est quand même intéressant hein, de voir, et quand on sait par ailleurs que ceux qui votent pour lui, c'est sans doute là où comment dire, la plus grande proportion de votants, c'est plutôt dans les classes populaires et qu'en haut. Hein. C'est-à-dire qu'on vote pour un milliardaire féchisant, quoi. Bon, voilà, c'est un problème, quoi. Bon, c'est une vraie question difficile que de comprendre pourquoi. Puis je pense que, alors on peut se dire, oh, bah, c'est pas chez nous, hein. Ouais, bon, bon, enfin, prions, hein, bon, c'est pas sûr que ce soit pas chez nous jusqu'à la fin des temps, quoi. Hein. En tout cas, voilà, c'est pas du tout évident qu'on n'en prenne pas le chemin. Bon, il faudrait comprendre pourquoi. Hein. Alors comprendre pourquoi, pas seulement pour faire le sociologue et faire le malin, hein, mais c'est pour tenter, peut-être parce qu'avec cette croyance peut-être un peu naïve, que si on comprenait pourquoi, on pourrait peut-être lutter contre. Quoi. Bon, voilà, en tout cas que ça pourrait aider à lutter contre, que de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, comment comprendre ça. Alors j'ai bien quelques petites idées là-dessus, mais enfin bon, c'est pas le sujet.
vraiment directement de ce soir. Donc voilà, sur les discriminations, grosso modo, voilà ce que j'ai à dire. Mais à côté de ces discriminations, bon, il y a aussi d'autres inégalités qui sont, elles, voilà, des inégalités très 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 anciennes, elles aussi, qui perdurent sur la très longue durée, et là, dont personne ne songe à les faire disparaître, hein. En tout cas, il y a belle lurette que c'est une idée qui est perdue de vue, ouais, complètement, hein. C'est les inégalités qui sont à la fois économiques et culturelles, qui sont qui sont vieilles comme, j'allais dire comme le capitalisme. C'est au moins vieux, disons, voilà, tenons-nous-en à ça. Vieille comme le capitalisme, voilà, on pourrait dire ça depuis le XVIe siècle à peu près, quoi. Bon, bah, avant, il y avait d'autres inégalités, hein. Je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, celle entre vous voyez, les seigneurs et les serfs, vous avez parlé de ça, hein, les maîtres et les esclaves dans les sociétés romaines ou antiques, etc. Donc il y a eu des formes antérieures de domination et d'inégalité profondes, brutales, peut-être plus, peut-être même plus, mais disons, on peut s'en tenir, voilà, pour en tout cas les derniers siècles, et qui sont encore actuels. C'est ça qui me semble important, hein. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cessé de perdre leur validité. Là, on est dans le long terme, on est dans le paquebot dont je parlais tout à l'heure. C'est des trucs de très longue durée qui durent, qui se perpétuent, qui se renforcent, voilà, euh, qui n'a jamais cessé, même s'il y a eu des régressions, mais qui est reparti de plus belle. Bon, voilà, il y a des inégalités dont on peut appeler des inégalités de classe. Bon, ces inégalités propres au système capitaliste, dont j'ai essayé de parler dans ce petit livre pour essayer de voir bah, la tête que ça avait aujourd'hui, quoi. Est-ce que c'était encore d'actualité, et sous quelle forme, de quelle façon, etc. Voilà. Ça, c'est l'objet de ce petit livre. On a le temps encore? Tout va bien. Je peux faire un petit topo sur les classes sociales? Oh oui. Hein. Bon. Euh, non, mais je veux pas vous casser les pieds, hein, bon. Alors, euh, comment essayer de vous présenter ça, les classes sociales? Bon, c'est pas très simple, et c'est d'autant moins simple que c'est devenu de plus en plus difficile de parler de ça aujourd'hui. C'est pour ça que je l'ai fait d'ailleurs, hein. C'est un aspect un peu provocateur, évidemment, de faire ce petit livre et de l'appeler Les classes sociales en France. Plus personne parle de ça aujourd'hui. Bon, ou presque personne, quoi. Donc je sais bien que c'est un caractère provocateur, c'est même pour ça que je l'ai écrit, quoi. Bon, voilà, c'était pour obliger, tenter d'obliger, évidemment, ça sert à rien. J'oblige rien ni personne, évidemment, ils s'en foutent complètement, quoi. Bon, mais c'est bon, tant pis, quoi. Du moins l'aurais-je fait. Essayer de mobiliser toutes les connaissances disponibles sur la société française pour montrer une façon de la décrire qui me semble être la plus efficace. Voilà. La plus efficace sociologiquement, c'est-à-dire celle qui permet de comprendre le plus de choses. Voilà. Qui permet de décrire et de comprendre le plus de phénomènes qui sont ces phénomènes dont on parle. Je parlais tout à l'heure. Voilà. Il me semble. Voilà. C'est ma conviction, hein. Euh, alors, je me sens un peu seul. Je me sens un peu seul parce que le fait est que c'est pas très à la mode, je le disais tout à l'heure. Alors, il y a longtemps que c'est pas la mode, à vrai dire. Il y a longtemps que c'est pas la mode. Il y a eu les représentations du monde social sont bien sûr un enjeu de lutte, un enjeu de conflit, hein. Les intellectuels, parce que c'est leur boulot, mais pas seulement, quoi, les sociologues, mais aussi les politiques, mais aussi les journalistes, dont je parlais tout à l'heure, ne cessent de se battre pour imposer, tenter d'imposer leur vision, leur représentation du monde social. Bon. Euh, et bien sûr, dans ce combat-là, les sociologues ne sont pas les mieux placés, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est sûrement pas du tout. En tout cas, même s'ils ont les instruments pour le faire, ou le temps de le faire, bon, voilà. La possibilité de se faire entendre, ça, c'est une autre paire de manches, quoi. Voilà, on est loin d'avoir les possibilités de se faire entendre, et on l'a d'autant moins que justement qu'on dit des choses qui sont pas dans la mode, quoi, qui sont pas dans l'air du temps, quoi. Bon, ça, voilà. Donc j'ai connu un temps où on m'invitait comme d'autres à France Culture ou même à France Inter ou même bon, à parler dans le monde ou des choses comme ça. Aujourd'hui, terminé, hein. C'est terminé. Et je pense que c'est pas tout à fait fortuit, hein. Je pense pas que je sois devenu plus stupide qu'avant. C'est pas le problème. Je crois pas, quoi. Mais c'est simplement que non, je dis des choses qui sont inacceptables. Voilà, que ça. Bon, voilà, c'est intolérable. Même, à vrai dire, j'ai même eu quelques difficultés pour
publié à la découverte, hein. Ça n'a pas été sans peine. Oui, j'ai fallu oui, même à la découverte. Oui, j'ai dû me battre. En fait, on voulait me foutre une quatrième de couverture qui avait rien à voir avec ce que je raconte là, quoi, ouais, qui était vraiment une façon de déprécier ce que je disais, quoi. Bon, voilà, c'était dire une vision du monde social parmi d'autres possibles, machin, etc. Alors, quand même. Bon, non, c'est pas ce que je dis, quoi. C'est pas, c'était, vous voyez, c'est une façon d'essayer de vendre malgré tout ce livre dont ils savent très bien qu'il est invendable, quoi. Bon, tel qu'il est. Dire mettre en sur la couverture avec la sociale en France, c'est véritablement aujourd'hui une provocation, quoi. Bon, je le sais, c'est même pour ça que je l'ai écrit, je me répète. Bon, alors, voilà. Alors, comment essayer pourquoi, oui, je disais que, voilà, pourquoi c'est difficile? Bah, parce que c'est un enjeu de lutte, parce que la représentation du monde social, la vision dominante du monde social, hein, est un enjeu de lutte. Voilà, un enjeu de lutte entre les politiques, les journalistes, et entre aussi les sociologues qui s'en mêlent, quoi. Bon, voilà. Alors, dans cette lutte, comment dire, les tenants d'une vision en classe sociale ont vraiment perdu bien des points depuis longtemps, quoi. Bon, ça fait des années qu'on perd du terrain. Alors, qu'est-ce qui s'est mis en place à la place? Parce qu'il faut bien, parce que je dis, ça ne veut pas dire que vous voyez, quand vous opposez quelque chose à une organisation du monde divisé en classes sociales, faut dire, ah bon, bah alors c'est quoi? Alors, bah, vous allez voir, il y a plein de solutions qu'on a inventées, hein, qui font obstacle à une vision de la société divisée en classes. Alors lesquelles? Euh, il y en a au moins trois. Même que, ouais, trois, oui, bon. Voilà, au moins trois. Alors, la première, c'est de dire, oui, ça c'était autrefois, mais aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. Euh, on assiste, en fait, là où on avait autrefois des classes sociales divisées, comme ça, en deux, grosso modo, bourgeoisie, prolétariat, pour faire simple, hein, ou bourgeoisie, classe populaire, classe dominante, classe dominée. Aujourd'hui, on a aujourd'hui, en fait, une constellation centrale. Voilà, on n'a plus que des moyens, quoi. Il n'y a plus que des moyens, quoi. Alors ça, c'était la thèse de la sociologue française qui s'appelle Henri Mandras, voilà, hein, qui expliquait que voilà, on avait, mais aussi Touraine, voilà, Touraine aussi a repris ça à son compte au bout d'un certain temps, on a une constellation centrale qui est de plus en plus envahissante, et puis laissant aux deux extrémités des hyper riches à un bout et des hyper pauvres à l'autre bout. Bon. Ah bah oui, pardon, le machin. Ah oui, bon, donc voilà, des exclus, hein, et puis des élites, et au milieu des moyens, quoi. Bon, alors voilà. Qu'est-ce qu'on a pour dire ça? Bon, pas grand-chose à vrai dire. Pas grand-chose parce que si par exemple, moi je veux bien un grand, petit, moyen, bon, ok quoi, c'est même pas faux, mais ça on peut toujours dire ça quoi. C'est toujours un fond de vérité évidemment, hein. Le problème c'est la place prise par les moyens quoi, bon, et pas la place prise par la moyenne. Alors si on prend une variable continue comme le revenu par exemple, bon, on peut effectivement fabriquer comme ça une moyenne, quoi, mais le bémol, c'est que la moyenne fait disparaître complètement, occulte complètement toutes les différences qui s'établissent dans une échelle relativement continue, effectivement, mais qui tend à monter d'ailleurs en flèche vers le haut, comme ça, quand on arrive à la fin, quoi, des plus riches, voilà, en espèce de, vous voyez, de décrochage en quelque sorte, hein. Non seulement des revenus, mais plus encore des patrimoines, c'est-à-dire du capital économique dont les gens disposent, quoi, et qui deviennent complètement exponentielle, quoi. C'est-à-dire que la courbe change brutalement, quoi. Bon, voilà. Ça se mesure, ça se compte. Donc on peut dire, non, écoutez, désolé, monsieur Madras, mais votre truc c'est faux, quoi. Bon, enfin, vous décrivez rien du tout, quoi. Vous décrivez très mal. Mais ça a un avantage, c'est que euh, c'est facile à vendre, quoi. C'est facile à vendre parce que, après tout, moyen, c'est pas, vous voyez, tu vois, les gens peuvent dire, oh ben oui, moi je suis moyen, quoi. Bon, hein, voilà, ça n'engage pas à grand-chose, dire moyen. Vous voyez, dire je suis tout en bas, bon, c'est un peu disqualifiant, donc tenter d'éviter, quoi, hein. Dire tout en haut, ça peut être aussi un peu avoir l'air un peu prétentieux. Dire moyen, bah ma foi, bon, voilà, ça n'engage pas à grand-chose. Donc finalement, ça passe assez bien, vous voyez, ce type de camelote qui vaut pas un clou, qui décrit rien. Elle est facile à vendre, quoi. Bon, donc ça marche assez bien. Voilà, parce que ça satisfait les gens, bon, ils disent ouais, bon, c'est même pas faux, quoi. Bon, voilà, hein. Bon, alors ça, voilà, une solution. Il y a une deuxième solution euh, qui est qui a connu une vogue considérable et qui ne baisse pas, à mon avis, qui est toujours vrai aussi, c'est de dire une autre vérité, bien sûr, hein. C'est en fait la société est de plus en plus composée d'individus. Ah,
Voilà la grande découverte. Oui, évidemment, hein, c'est même pas faux, quoi. Là encore, on peut dire, oui, nous sommes des individus, quoi. Bon, oui, ça c'est vrai, quoi. Mais voilà, donc on va dire, c'est de plus en plus d'individus. Maintenant, là, moi, je vois pas de groupe là-dedans. Bon, on peut dire ça, hein, on peut toujours dire ça, c'est pas faux. Voilà, on peut. C'est un fait objectif. La société est composée d'individus. Oui, ma bonne dame, c'est tout à fait vrai. Voilà. Pour autant, est-ce que vos individus sont tous identiques? Ça, bon, quand même, quoi. Quand même, faites un effort, quoi. Je sais pas. D'ailleurs, le tout venant fait un effort, hein. C'est-à-dire que je vais changer de registre un tout petit peu. C'est ce nouveau-né dont je parlais tout à l'heure qui a socialisé dans le monde social, etc., à apprendre le monde dans lequel il vit, à découvrir le monde social dans lequel il vit. En fait, chacun fait ça, en fait, les classes sociales, mais chacun classe. Cette opération de classement, elle était la chose la plus banale qui soit. Quand on rencontre quelqu'un qu'on ne connaissait pas, on se dit, on se demande à qui on a affaire pour savoir sur quel pied danser, comment se tenir, comment se comporter. On le fait inconsciemment, mais on le fait automatiquement toujours, toujours, à tout coup. Voilà, les sociologues ont montré ça depuis longtemps, hein. C'est dans des interactions nouvelles, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Petit 1, ils classent. Voilà. Ils classent et ils se classent par rapport à celui qui est en face d'eux ou celle qui est en face d'eux pour savoir à qui ils ont affaire. Ils se font une idée, quoi. Bon, voilà, au-dessus, au-dessous, bon, par rapport à quoi, etc. La gueule qui est là, les fringues, comment ils causent, bon, voilà. C'est des opérations tout à fait ordinaires de la vie sociale. Ces opérations de classement sont la chose la plus banale qui soit dans le monde social. Tout le monde a l'expérience du classement. Voilà, c'est-à-dire que les gens ordinaires sont plus malins que ceux que les sociologues Ulrich Beck ou Anthony Giddens qui nous expliquent que nous vivons désormais dans une société d'individus. Enfin, chacun sait que c'est pas vrai. Bon, peut-être c'est vrai, mais ces individus diffèrent. Voilà, c'est pas tous les mêmes. Ils sont classables. Voilà. De la même façon que les plantes sont classables ou les animaux, quoi. C'est qu'on dirait c'est tout des plantes. Ouais, bon, quand même, quoi. Bon, on fait un effort, quoi. Ou c'est tout des animaux à quatre pattes. Bon, et, oui, bon. Enfin, on peut faire des efforts pour faire un peu mieux que dire, voilà, il y a les plantes, il y a les animaux, quoi. Et puis il y a les êtres humains. Non, quand même. Bon, voilà. C'est là encore. Alors évidemment, c'est même pas faux, hein. Évidemment, c'est même pas faux. D'une certaine façon, nous sommes bien tous des individus. Ça, c'est vrai, quoi. Bon. Il y en a qui sont contents d'être des individus, d'ailleurs, ils trouvent formidable. Moi, je suis un individu, donc vous voyez, admirez ma singularité, quoi. Chacun se pense toujours singulier. D'une certaine façon, c'est même pas faux. On est toujours singulier, quoi. C'est sûr il n'y a pas deux personnes identiques, hein. Même deux jumeaux, ils sont jamais identiques. C'est infaisable, des gens totalement identiques. Donc, oui, c'est même pas faux. Donc voilà. Bon, donc on va là encore, c'est vous voyez, une vision du monde social qui permet de dire qu'il n'y a pas de classe sociale. Hein, ça c'est très important. C'est vous voyez ce que me dit ma main droite. Vous voyez pas, ne regardez pas en même temps ce que je dissimule avec ma main gauche, hein. Bon, voilà, vous voyez ça. Donc c'est même pas faux. Voilà, mais voilà, en même temps, c'est quand même un peu faible, quoi. Bon, voilà, c'est même très 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 faible. Alors, la troisième façon, c'est d'inventer des clivages qui sont d'autres clivages que des classes sociales. Ben, en voilà avec les discriminations. C'est on va mettre en avant d'autres clivages qui, là encore, sont même pas faux, hein. Dire, il y a des hommes et des femmes, ah bah ouais, oui, c'est pas faux, ça c'est vrai, quoi. Bon, oui, oui, il y a des hommes et des femmes. Bon, oui. Euh, on peut dire aussi, il y a des phénotypes différents. Voilà, tout le monde n'est pas blanc dans l'Europe du Nord et tout le monde n'est pas noir en Afrique, quoi. Bon, voilà, il y a des écarts visibles à l'œil nu entre les gens, etc. Oui, bon, oui, c'est pas faux. Il y a aussi un autre clivage du même acabit, très in, il y a les homosexuels et les hétérosexuels. Ah bah oui, oui, bon, voilà. Puis il y a ceux qui sont en transition, et puis, etc. On rallonge la liste tous les jours, quoi. Alors tout ça n'est pas faux, hein, évidemment, tout ça n'est pas faux, oui. En même temps, est-ce que c'est des différences qui expliquent beaucoup de choses par rapport aux transformations du monde social et l'évolution du monde social? Ça explique pas rien, hein. On pourrait en revenir, j'en ai dit un mot tout à l'heure à propos des discriminations. Ça explique pas rien, mais ça explique ce que ça explique et ça explique pas ce que ça n'explique pas. Et en particulier, ce qui m'intéresse ici, dans le cas présent, les classes sociales. Donc vous voyez, voilà, ce long préambule pour vous dire qu'au fond, voilà, dire que la société est divisée en classes, bon, d'une certaine façon, c'est trivial et tout le monde le sait, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que chacun fait ces opérations-là de classement, mais en même temps, on a contre soi
des appareils, hein, des institutions qui passent leur temps à expliquer que non, 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 c'est pas ce que je raconte moi, ça c'est du passé des passés, c'était peut-être vrai au 19e siècle, mais maintenant c'est fini. C'est fini maintenant, c'est plus comme ça. Il y a des individus, il y a des hommes et des femmes, oui, ça certainement. Il y a, bon, voilà. Mais des jeunes, des vieux, enfin, oui, tous ces trucs-là, quoi. Bon, tous ces principes de classement qui sont tout sauf des classements sociaux. Voilà. Hein, c'est des classements voilà, d'allure naturelle qu'on prétend vendre comme étant des classements tout à fait cruciaux, essentiels pour comprendre la structure des classes sociales. Alors en même temps, je pense que pour comprendre cette lutte à propos des classes sociales, je pense qu'on ne peut pas la comprendre sans faire un petit peu d'histoire des idées, et en particulier se rappeler celui qui a été le théoricien des classes sociales, Marx, évidemment. Marx, c'est l'ennemi, hein, bon, ça reste l'ennemi. Alors aujourd'hui, plus, parce qu'on considère qu'il est enterré, que c'est fini, machin, ça n'existe plus, quoi. Bon, on peut toujours dire ça, quoi. On peut toujours dire ça. En même temps, bon, ouais, enterrer l'œuvre de Marx, c'est idiot, quoi. Bon, c'est nul, quoi. Enfin, ce serait comme dire, je sais pas, moi, Newton, c'est fini parce que c'est vieux, quoi. Bon, bah oui, d'accord, ça n'empêche pas, voilà, la Terre de tourner autour du Soleil, quoi. Même si Newton, c'est un peu, ça date un peu. Bon, c'est pas son intérêt quand même. Marx, c'est un peu la même chose, quoi. On peut dire que dans le monde social, par rapport aux théories du monde social, Marx, c'est vrai que ça date un peu, quoi, mais en même temps, bon, c'est pas si mal, quoi. En tout cas, se passer de Marx, c'est très difficile. Bourdieu, pour en venir à lui, Bourdieu emprunte, hein, évidemment, d'une certaine façon transforme, fait évoluer, faire progresser très fortement la sociologie, je crois, mais en empruntant à Durkheim, dont je parlais tout à l'heure, à Marx ou à Max Weber. Bon, voilà, il est, Bourdieu, on peut dire quelqu'un qui a mis à profit tout ce qu'il y avait d'intéressant dans le passé pour en faire quelque chose, quoi, vous voyez, pour faire progresser le schmilblick, hein, pour faire avancer la compréhension du monde social. Voilà, Bourdieu, c'est ça, on peut dire. Alors, c'est de façon un peu géniale, il faut le dire, c'est vrai, il était assez fort, quoi, bon, et impressionnant d'une certaine façon, hein. Mais d'une certaine façon, on peut dire, on pourrait aussi dire, il n'a rien inventé. C'est tout ça est toujours déjà là, quoi. Le problème, c'est voilà, d'arriver à assembler tout ça, et le faire fonctionner ensemble de façon cohérente, quoi. Bon, et de le faire non pas de façon spéculative, mais de le faire en enquêtant sur le monde social pour comprendre comment ça marche, hein. C'est-à-dire, c'est pas s'en servir de façon comme ça, bon, pour jouer, quoi, hein, mais pour comprendre réellement tel ou tel aspect, tel ou tel problème du monde social. Il a commencé, vous le savez peut-être, par la société algérienne, puis il s'est intéressé à la société béarnaise, pas loin d'ici, puis après, bon, plein de choses, on va dire, bon, c'est impressionnant, tout ce qu'il a réussi à faire dans sa courte vie. Mais voilà, en étudiant donc tel ou tel aspect du monde social, il s'agissait aussi, vous voyez, de construire les instruments qui permettent d'étudier et de penser le monde social. Et il a inventé quelques instruments nouveaux, mais beaucoup recyclés, en quelque sorte, hein, des instruments anciens, antérieurs, hein, empruntés à Marx, à Weber et à Durkheim pour ce qui est des trucs fondateurs, tout à fait essentiels. C'est le deuxième chapitre de mon livre sur les classes sociales en France. Alors, c'est un passage obligé dans la collection Repères. Faut faire un chapitre sur les théories de. Bon, alors voilà, j'ai fait les théories des classes sociales. Donc, je commence par Marx parce que voilà, Marx, c'est important, évidemment. C'est l'homme à abattre, on pourrait dire, hein. Ça a toujours été l'homme à abattre, hein. Je veux dire, par rapport aux classes dominantes, c'est vraiment bon au secours, quoi. Voilà, bah, c'est pas simplement les classes sociales, c'est les luttes de classe. Ouais, Marx a écrit, en donnant ce titre, je pensais au titre de Marx, que je n'ai pas repris à mon compte, parce que bon, là pour le coup, c'était même pas pensable, et puis ça aurait eu l'air un peu prétentieux, quoi. Bon, mais j'aurais pu l'appeler les luttes de classe en France, évidemment, hein. Bon, parce que au fond, c'est ça qui est en cause. C'est le problème, c'est pas simplement qu'il y ait des classes, c'est qu'il y ait des classes sociales qui sont en lutte. Voilà, hein, c'est qu'il y ait des luttes de classe, c'est ça le problème. Ce qui fait problème, c'est ça, c'est la domination, la perpétuation de la domination, de l'exploitation, etc. C'est ça qui est l'enjeu. Voilà pourquoi les classes sociales sont combattues constamment et continueront de l'être. Tant que ce système tel qu'il fonctionne sera en place, il y aura toujours des gens pour lutter contre l'idée même qu'il y ait des classes sociales, parce que dire qu'il y a des classes sociales, c'est dire qu'il y a des luttes entre ces classes sociales, hein, qu'il y a des dominants, qu'il y a des dominés. Bon, voilà. Marx, d'ailleurs, c'est amusant. Enfin, c'est une méconnaissance qui est intéressante. On fait comme si Marx avait inventé les classes sociales, ce qui est absolument faux.
C'est absolument faux. Il n'est pas du tout l'inventeur du concept de classe sociale. Il le disait lui-même dans une lettre que je cite à Weidemeyer, que je cite parce qu'elle est amusante, voilà, où il explique que non, moi je n'ai pas du tout inventé, quoi. Bon, hein, c'est des gens, je sais pas, qui étaient aussi progressistes qu'Adolphe Thiers ou, ou Guizot, voilà, qui étaient des chantres de la bourgeoisie triomphante, hein, du 19e siècle, sont des historiens qui utilisent le concept de classe sociale, hein. Ils parlent de l'aristocratie, de la bourgeoisie qui est venue à bout de l'aristocratie avec la Révolution française, etc. Bon, donc il dit non, moi j'ai rien inventé du tout, hein. J'ai repris à mon compte un matériel qui existait avant. Alors, ce qu'il dit, c'est moi ce que j'ai ajouté de nouveau, c'est montrer que ces classes sociales s'ancrent dans un état des rapports de production, voilà, dans un état de l'économie. C'est-à-dire que ces sciences sociales sont ancrées dans l'économie. C'est-à-dire que grosso modo, pour faire simple, hein, je schématise cruellement, parce que Marx, c'est plus compliqué que ce qu'on peut en dire, hein. Il suffit d'essayer de le lire pour se rendre compte que bon, ouais, la vision simplette et simpliste de Marx, c'est des ânes, quoi, parce que bon, ouais, c'est difficile, Marx, c'est pas le Capital, n'est pas un livre facile à lire, c'est un énorme pavé, c'est compliqué, puis il n'y a pas que ça, quoi. Bon. Voilà. Donc, pour faire simple, on pourrait dire que, d'une certaine façon, le système capitaliste il se définit par le fait que certains, la classe dominante, la bourgeoisie, détient les moyens de production, voilà, et puis d'autres doivent vendre leur force de travail à ceux qui détiennent les moyens de production. C'était vrai au 19e siècle, on va dire, ça l'est encore, hein, ça n'a pas tellement changé, ça, hein. C'est toujours vrai, il y a toujours effectivement des gens qui détiennent les moyens de production, les usines, les champs, hein, tout ce que vous voudrez. Et puis il y a ceux qui, bah, voilà, pour survivre, n'ont pas d'autre solution que d'aller vendre leur force de travail, ce que Marx appelait leur force de travail, pour survivre, tout simplement. Bah, parce qu'autrement, bah, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont mourir à la gueule ouverte, quoi. Bon, il faut bien, voilà. Voilà. Voilà, je simplifie quoi, comme ça cruellement Marx, parce qu'on s'aperçoit aussi que Marx c'est bien plus compliqué que ça. Par exemple, je viens de parler de l'ancrage dans l'économie. Bon, c'est tout à fait essentiel, bien sûr, mais c'est plus compliqué que ça. Marx il montre aussi que, en fait, c'est pas parce que vous existez objectivement dans un état donné des rapports de production que pour autant vous êtes une classe consciente d'elle-même, c'est-à-dire capable d'exister socialement comme telle. euh, pour elle-même et dans les luttes de classe, justement. C'est-à-dire que pour qu'une classe puisse exister socialement, il faut que les gens aient ce qu'il appelle une conscience de classe, c'est-à-dire qu'ils aient la conscience d'être une classe. Voilà. Alors ça, voilà, ça va pas de soi, quoi. Il explique hein, les paysans, les paysans parcellaires, par exemple, qui ont été l'essentiel de la population pendant très longtemps. Bah, il explique, Marx, il dit non, c'est pas une classe, quoi. Pas une classe parce qu'ils n'ont pas de conscience de classe. Ils sont justement parcellaires, isolés les uns des autres. Ils voient pas le rapport avec le voisin, qu'ils perçoivent comme un concurrent, etc. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à se penser comme une classe sociale spécifique, même s'ils en sont objectivement une, subjectivement, ils n'arrivent pas à l'être. Et c'est pour ça qu'il dit non, c'est pas une classe sociale, quoi. Bon, voilà, en tout cas, elle n'existe pas socialement dans les luttes de classe, quoi. Bon, il écrit ça à propos du coup d'État de Napoléon III. Bon, ouais, il y a un très long développement, magnifique d'ailleurs, hein, une analyse de classe pratique dans un état particulier de la société française, du journalisme, mais de très haute volée, il peut toujours s'accrocher derrière ceux d'aujourd'hui. Bon, voilà, bon courage s'ils arrivent à en faire autant. Voilà, c'est un très beau texte, il faut lire ça, hein, c'est des textes magnifiques, les luttes de classe en France ou bien le coup d'État du 18 Brumaire, c'est magnifique, c'est des analyses sociologiques absolument magnifiques de Marx, hein. Bon, ça vaut le coup de le lire. Donc vous voyez, il y a aussi des textes politiques de ou sociologiques, si on veut, ou historiques, de Marx, qui sont aussi très importants pour comprendre mieux ce que ça veut dire. Alors, bon, Marx, je pourrais continuer longtemps sur Marx, mais bon, Bourdieu, allez, on va faire un saut dans le temps. En quoi Bourdieu, c'est un progrès, à mon avis, par rapport à Marx, que je crois, hein, même si j'ai beaucoup d'admiration pour Marx, parce que c'était quand même un grand esprit tout à fait impressionnant. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans Bourdieu par rapport à Marx? Je crois, enfin, l'analyse de classe de Marx, je crois deux choses, à mon avis, importantes. L'une, c'est l'introduction d'une autre variable, c'est-à-dire à la variable capital économique, il y a ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas chez Marx, il introduit une autre variable qui est devenue à ses yeux essentielle dans les sociétés contemporaines, le capital culturel ou le capital scolaire, les diplômes, quoi. Vous voyez, une autre espèce de capital symbolique, si on veut, hein, qui est le capital culturel, qui devient une variable tout à fait essentielle pour dessiner les contours des classes sociales aujourd'hui, et non seulement les contours, mais leur structure interne. Voilà. Donc ça, c'est la première
premier changement essentiel que Bourdieu a introduit par rapport à Marx. Le deuxième, c'est qu'il a beaucoup réfléchi à une chose que Marx avait abordée, qui est comment une classe objective, fondée objectivement par rapport à un état de son capital économique et de son capital culturel, devient une classe pour soi, une classe subjective, comment naît la conscience de classe. Donc Bourdieu s'est aussi beaucoup travaillé sur ça, sur les conditions, vous voyez, du passage, pour reprendre un vocabulaire marxiste, celui de Lukács en l'occurrence, le passage de la classe en soi à la classe pour soi. Oui, c'est la classe consciente d'elle-même, la classe mobilisée, consciente d'elle-même. Bon, voilà, c'est la deuxième transformation que Bourdieu, à mon avis, introduit, tout à fait essentielle par rapport à Marx. Vous voyez, c'est pas des révolutions radicales, hein, ça reprend beaucoup de choses, euh, mais bon, ça introduit quand même des choses tout à fait importantes, hein, et en particulier celles-ci qui sont tout à fait importantes, en particulier le capital, la place prise par le capital culturel, qui est sans doute une chose tout à fait importante, quoi, hein, qui modifie, qui a modifié le cours de l'histoire des classes sociales et de leurs rapports. Voilà. Euh, Ça, c'est pour le chapitre, le chapitre des théories des classes sociales. Alors, quand on a dit ça, euh, comment, c'est la question que je me suis posée, comment essayer de décrire, hein, les classes sociales? Alors, on peut le faire, à mon avis, pas spéculativement, mais en essayant de se caler sur les données existantes. Alors, les données existantes, elles sont de deux sortes, quoi, hein. Il y a les données étatiques, celles produites par l'INSEE. L'INSEE, c'est l'Institut national de la statistique, qui continue, bon an, mal an, en France, de produire ce qu'on appelle un tableau des PCS ou des CSP, des catégories socio-professionnelles. Donc, il y a une espèce de tableau statistique qui décrit à sa manière une société française divisée en classes, en CSP en l'occurrence, hein, c'est des classes comme des catégories de classement, hein. Tout classement produit des classes. On peut dire ça, c'est aussi trivial, hein, c'est aussi dire, voilà, toute espèce d'opération de classement produit des classes. Ben, la classe sociale, c'est produit un classement social. Voilà. Bon, donc l'INSEE, l'État en produit son propre classement, c'est ces classes sociales qui s'appellent des CSP, voilà, que je reproduis là-dedans. Donc ce serait important de se caler là-dessus, parce que ça permet quand même d'avoir voilà, des idées, des ordres de grandeur, des choses comme ça, même si on peut critiquer, hein, la façon dont l'État et l'INSEE produit ces classements, ce que je vais essayer de faire ici aussi, de les reproduire, mais aussi de montrer comment ils évoluent, comment ils se transforment, et aussi en quoi on peut les critiquer, en particulier la critique à mon avis majeure, pour moi qui l'ai faite, hein, c'était Bourdelot qui avait fait ça il y a longtemps, me dire le problème des CSP, c'est qu'il n'y a pas de bourgeoisie dans les tableaux des CSP, la bourgeoisie disparaît, quoi. Bon, voilà. C'est quand même un peu embêtant parce que bon, c'est quand même une classe qui compte, hein. Voilà, c'est même, je veux dire, hein, une chose que je dis dans ce livre-là, c'est que c'est la classe dominante, c'est la classe, voilà, c'est celle qui mène la lutte de classe, c'est celle qui gagne la lutte de classe, qui mène la lutte de classe depuis longtemps, qui continue de l'amener et qui gagne, voilà, qui gagne, voilà, depuis belle lurette. Voilà. Bon, donc dans les classes populaires, elles perdent, elles perdent, elles perdent. En tout cas, depuis la libération, voilà, hein, depuis 45, les classes populaires n'ont cessé de perdre. Voilà. Bon, disons, bon, peut-être pas tout à fait, j'exagère, quoi. Il y a une période relativement faste qui s'étend de 45 à 75, grosso modo, mais depuis 1975, le tournant du néolibéralisme, les classes populaires perdent. Voilà. Et la classe dominante domine de plus en plus, quoi. Bon, c'est-à-dire reprend tout ce qu'elle avait dû lâcher, elle est obligée petit à petit de reprendre, elle reprend petit à petit ce qu'elle avait dû lâcher. Bah, je sais pas, la retraite, tiens. Bah, vous voyez, un pas de plus, voilà, hein, c'était 62 ans, bon, elle craque, plus question, quoi. Bon, voilà, ils vont réussir à marquer ce point-là, on peut parier, ils vont gagner. Voilà, ils sont en train de gagner, alors ça prend longtemps, ça leur prend du temps, hein, bon, ils sont pas pressés, de toute façon. Ils vont le plus vite possible, mais voilà, c'est toujours ça de repris, quoi, vous voyez, c'est toujours ça de gagner, de repris, reconquête. Euh, on pourrait continuer, la liste est longue, sur le droit du travail, sur tout ça, bon, on peut dire, on peut montrer point par point, alors je vais essayer de l'évoquer rapidement dans le dernier chapitre de ce bouquin, d'indiquer les effets de la domination économique, politique, symbolique de la bourgeoisie, qu'est-ce que ça veut dire, quoi? C'est-à-dire qu'il y a bien la lutte de classe, mais la lutte de classe, elle existe très fondamentalement sous la forme d'une domination de classe, de la domination de la bourgeoisie, sous les formes contemporaines qui sont les siennes. Alors au-delà de ça, comment décrire ces classes sociales en France? Bon, finalement, je m'en suis tenu à un truc qui est assez simple, hein, une vision qui est la même toujours, hein. J'ai fait trois chapitres qui se représentent, à mon avis, aux trois classes sociales fondamentales en France, c'est toujours les mêmes, ne pas changer. La bourgeoisie,
la petite bourgeoisie et puis les classes populaires. Bon. Qu'est-ce qui a changé là-dedans? Tout le monde a changé, mais en même temps, rien n'a changé, quoi. C'est-à-dire qu'on a toujours les mêmes, quoi. On a toujours, grosso modo, les mêmes. Elles se transforment un peu au fil du temps. Euh, bon, certaines choses changent, plus ou moins. Voilà, plus ou moins. Oui, bref, trois classes. Alors, voilà, les trois existent encore, hein, et elles se sont transformées. Voilà. Elles ont toutes changé dans leur structure interne, même si les traits fondamentaux restent les mêmes. Grosso modo, elles ont toutes quand même évolué plus ou moins, en particulier les classes populaires. Bon, mais pas seulement. On va dire, toutes ont changé. Voilà, toutes ont changé, donc aussi leur rapport. Alors, je vais vous dire, idéalement, j'aurais voulu faire un tome 2, mais bon, je ne le ferai pas, je suis trop vieux, fatigué. Je crois que je ne le ferai pas, parce qu'en fait, j'aurais voulu écrire ayant fait ça, ce qui manque évidemment. La lutte de classe en France, celui que j'ai pas écrit, c'est celui qui est après, les luttes de classe. Alors c'est concentré dans la conclusion un peu longue, hein, ça s'appelle les rapports de classe. Les rapports de classe, c'est le tome 2 que j'ai pas écrit. Voilà, hein, voilà, j'ai essayé d'expliciter au fond l'aspect principal des formes prises par les luttes de classe aujourd'hui, c'est la domination bourgeoise. Donc la domination à la fois économique, politique et symbolique de la bourgeoisie. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien en face. Je sais pas, les Gilets jaunes, on parlait du mouvement des retraites, il y a eu un mouvement syndical puissant qui a duré un an quand même, pas tout à fait rien, quoi, bon, qui n'était pas tout à fait rien. Le mouvement des Gilets jaunes dans un genre tout à fait différent et relativement inédit, c'était pas rien, ça a duré un an aussi, et c'était pas rien du tout. Donc voilà, il n'y a pas rien en face, hein, mais bon, il y a quand même de fait la domination incontestable, incontestée de la bourgeoisie à l'heure actuelle, telle qu'elle est. Donc ça, c'est la conclusion. Voilà. Voilà. Allez. Merci beaucoup. On va passer... On va passer aux échanges. Alors, ça sera peut-être un peu court, mais on peut prolonger si besoin. Est-ce qu'il y a des envies de rebondir, des questions, des envies de prolonger un propos, une idée? Je vais me dévouer. Merci. Voilà, moi j'étais venu en tant que délégué de la LICRA, Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, partenaire de Mars Attack, mais je vais un peu répondre à vos propos. En sens que faire société, on l'apprend d'ailleurs des tout petits, puisque même des instituts appellent ça de la socialisation. Voilà le terme qui est utilisé par les enseignants pour les tout petits, hein, dès que vous rentrez en maternelle ou après en élémentaire. On fait un peu le point sur la socialisation des enfants. Voilà, donc là, c'est pas une découverte. Par contre, ce qui n'a pas été assez souligné, c'est le changement radical qui existe depuis à peu près une trentaine d'années. En ce sens que tout le monde a été bercé, y compris les intellectuels et universitaires surtout d'ailleurs, par la théorie marxiste. Moi-même, hein, d'ailleurs, je l'étais. Et donc, c'était très simple à l'époque au niveau des classes sociales. Il y avait les exploiteurs et les exploités, le monde du salariat et les patrons. Et la difficulté que l'on a actuellement, c'est qu'un certain nombre d'institutions et d'individus d'ailleurs et de citoyens continuent à vivre de cette manière-là, alors que le monde a changé. Le monde a changé et dès 1989, avec la chute du mur de Berlin, ça a été une sacrée rupture, mais personne, ou très peu, ont analysé ce phénomène-là. Et donc, il faut attendre maintenant 40 ans pour que tout le monde prenne conscience que, effectivement, Marx était peut-être descendu aux archives. Je ne dis pas qu'il est out, mais il est aux archives maintenant. Et donc, qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que pendant donc un siècle, la théorie marxiste a été idéalisée. Marx était un icône, hein, pour tout le monde.
C'était vraiment, même pour la bourgeoisie, c'était un icône parce qu'il avait un copain qui s'appelait Engels, qui lui avait été chef d'entreprise, qui connaît d'ailleurs mieux le sujet que Marx. D'ailleurs, ça c'est mon avis personnel pour avoir lu Engels. Il était chef d'entreprise, plus de 300 salariés en Angleterre. Il a connu des difficultés dans son entreprise qui a été en faillite. Donc lui, il avait une analyse nettement plus pertinente que Marx à mon avis. Mais c'est tout à fait personnel. Alors donc maintenant, pour faire société, puisque c'était le débat qui a été lancé, faire société, comment faire société aujourd'hui? Et en tenant compte justement de la chute de Marx, parce que c'est une chute. Et alors actuellement, la mode est à l'individualisation. La plupart d'ici, là, je suis sûr des élèves vont réfléchir, se mettre à leur compte comme infirmière libérale. Donc, si vous voulez, l'analyse de Marx sur le capital et le monde du travail est un peu obsolète. Et de plus en plus, on a vu, par exemple, la montée des auto-entrepreneurs. Et maintenant, l'entreprise n'est plus vécue comme un adversaire, un ennemi. Et ça, il faut en prendre compte. Je le dis parce que moi, j'ai été bercé dans le marxisme, hein, après être bercé ailleurs d'ailleurs. Mais voilà, donc, et maintenant, tout le problème est là. Quand on parle de discrimination, c'est en même temps aller vers l'individualisation et les inégalités. D'ailleurs, j'étais récemment à une conférence du défenseur des droits. Le défenseur des droits, lui, liste 26 cas de discrimination. C'est plus uniquement homme-femme, ni patron-salarié, ni homosexuel, hétérosexuel. C'est une palette de 26. Regardez sur le site d'ailleurs, hein, de voir droit des bref, compris. Et donc là se pose vraiment la question maintenant du faire société. Et moi je crois que l'essentiel, c'est de faire en sorte que ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la démocratie, la laïcité, la lutte contre le racisme, la lutte contre l'antisémitisme, tout ça, ça doit faire société. Le reste, après tout, c'est pas très grave, hein, puisque moi, je serai toujours discriminé lorsque je voudrais aller dans un restaurant hyper gastronomique où il faut payer 200 € le repas. Donc, vous voyez, c'est la discrimination, on pourra toujours en trouver une. Mais je crois qu'il y a deux. Oui, oui, non, je n'ai pas besoin de répondre. C'est une intervention carrément. Oui, d'accord. Mais je crois que, et je termine par là, il faut rester sur ces deux jambes. Les deux jambes, la laïcité, avec donc l'obligation de respecter l'autre, parce que c'est ça la laïcité, hein, respecter l'autre, respecter les religions et les non-religions, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir des religions. Et également, le deuxième, c'est le social. Parce que, et là je rejoins un petit peu Marx, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut surtout pas le brûler, mais le mettre aux archives, toujours regarder un peu ce côté social. Et là, actuellement, c'est ce qui manque, évidemment. Et on n'est pas aidé par le gouvernement actuel, je ne vous le dis pas. Merci. Comment dire peut-être je vais dire deux choses que je n'ai pas dites, qui me semblent tout à fait importantes. C'est que on peut décider de mettre Marx aux oubliettes, aux archives, où vous voudrez. C'est un geste tout à fait banal, hein, je l'ai dit d'abord. On fait ça, à mon avis, on se trompe, on a tort. Voilà, je pense qu'on a tort. On peut réviser Marx, on peut compléter Marx. C'est ce que Bourdieu a fait. J'ai essayé de l'indiquer un tout petit peu. Le jeter à la poubelle, c'est perdre, à mon avis, des choses tout à fait essentielles, perdre des schèmes de compréhension essentiels. On s'est beaucoup escrimé, à vrai dire, pour le mettre à la poubelle. Alors c'est vrai, vous avez raison de rappeler la chute de l'Union soviétique, la chute du mur de Berlin, etc. C'est des phénomènes, c'est la chute d'une société ou d'une version très particulière
très spécifique, historiquement déterminé, dans des conditions très particulières, de ce qu'a été une tentative communiste, de révolution de type communiste. Bon, c'est un échec évidemment patent, personne n'a dit le contraire, quoi. Marx aurait sans doute pas dit le contraire d'ailleurs, qui croyait assez peu à cette affaire-là. Sur Marx et Engels, je connais bien aussi Engels, je crois que vous vous trompez vraiment assez radicalement, hein. Engels, c'est vrai, avait hérité d'une entreprise, c'est vrai, et donc il connaissait ça bien, mais je pense qu'il était très marxiste, plus que Marx. Il était extrêmement marxiste, je pense que sans doute plus que Marx lui-même, qui disait sur la fin de sa vie, une chose que je sais, c'est que je ne suis pas marxiste. Encore deux choses quoi, qui me semblent importantes. La contre-offensive intellectuelle et politique contre Marx, en France, on l'a oublié, mais enfin, elle a été quand même extrêmement virulente. Ceux qu'on a appelés les nouveaux philosophes là, ont mené une campagne absolument insensée, avec un écho extraordinaire, inespéré, à vrai dire, de deux philosophes nuls, Bernard-Henri Lévy et André Guzman, pour ne pas les nommer, deux crétins, ont fait une carrière absolument prodigieuse dans l'antimarxisme, dans l'anticommunisme sous toutes ses formes, etc., parce qu'ils ont été soutenus de façon absolument hallucinante. C'est comment deux abrutis ont réussi à avoir cette notoriété, cet écho extraordinaire. Voilà, c'est un bon sujet de sociologie, ça. Il faudrait comprendre ça, quoi, de comment cette espèce de ce truc a été possible dans le champ intellectuel français à cette époque-là. C'est un mystère, hein, à comprendre. Alors, les deux choses que je voulais ajouter, dont j'ai pas dit un mot et qui me semblent très très importantes, c'est par rapport aux classes sociales. Ces deux institutions qui me semblent tout à fait importantes, qui n'ont pas disparu, à que je sache, et loin s'en faut. Il y en a une qui s'appelle, c'est du droit, hein, c'est l'héritage. L'héritage économique. Bah, l'héritage économique, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on peut nous inventer tous les self-made men de la Terre qu'on voudra bien. La vérité, c'est que les self-made men en question, c'est toujours, au 99% des cas, des grands héritiers. D'abord, Donald Trump, par exemple, en est un comme les autres. Le self-made men en question, mon œil, c'est des héritiers économiques d'abord. Et un mot encore sur une autre forme de l'héritage beaucoup plus méconnue, celle que Bourdieu a mis en évidence, c'est l'héritage culturel. C'est les inégalités de réussite scolaire s'expliquent elles aussi par l'héritage familial pour le coup, hein, l'héritage culturel familial qui est d'abord l'héritage de la mère parce que c'est elle qui élève les enfants. Donc les réussites scolaires des enfants, statistiquement, on sait qu'elles dépendent du niveau de diplôme de la mère. Voilà, c'est deux choses tout à fait essentielles par rapport à la reproduction de ces classes sociales et de la structure de classe, tant que ces deux institutions qui sont différentes, hein, c'est pas la même chose, l'héritage économique et l'héritage culturel, mais tant que l'une et l'autre persistent, alors on peut penser que les classes sociales ne sont pas prêtes à cesser d'exister, qu'on mette Marx aux archives ou aux oubliettes, ça ne change rien à la question. Voilà. On a une question ici. Il y en a deux même. La première, c'est qu'est-ce que vous mettez derrière le terme petite bourgeoisie? Et la seconde, c'est vous parliez des classes qui se sont transformées dans leur structure interne. Voilà. Est-ce que vous pouvez préciser? Ah bah, là, on en prend pour la semaine, hein. C'est compliqué. Non, c'est de bonnes questions, évidemment, hein. Vous avez tout à fait raison de les poser, mais voilà, c'est pas très simple. Alors, la petite bourgeoisie, c'est pas le chapitre le plus facile à faire. J'ai eu beaucoup de mal à faire celui-là, parce qu'au fond, voilà, c'est quand on définit les deux pôles opposés, cela c'est relativement simple, à leur transformation près, je vais en dire un mot tout à l'heure, hein. Bon, on y arrive, quoi. On voit à peu près de quoi il s'agit assez facilement. Pour ce qui est des petits bourgeois, c'est beaucoup plus embêtant parce qu'on a l'impression d'être confronté à une espèce de maïma assez informe. On y fourre ceux qu'on n'a pas su mettre ailleurs, quoi, grosso modo, hein, ou ceux qui sont pas vraiment à la hauteur pour être là-haut, ou qui sont pas si bas pour qu'on les laisse en bas, quoi. Voilà. Alors, vous voyez, c'est tout à fait. C'est une classe embarrassante qui apparaît comme un fourre-tout, un espèce de fourre-tout résiduel dont on ne sait pas très bien quoi faire. Marx aussi était embarrassé avec lui, avec eux, il ne savait pas quoi en faire, hein, aussi, bon, les petits bourgeois, les bourgeois en petits, quoi, ou qui se font petits pour devenir grands, comme disait Bourdieu méchamment. Bon. Mais voilà, c'est des gens qui sont en fait, qu'on peut définir dans la perspective de Bourdieu par un capital économique ou un patrimoine économique qui est supérieur à celui des classes populaires qui n'en ont pas, mais très inférieur à celui des classes dominantes, un capital culturel qui est ce qu'il est, qui tend à augmenter, mais qui n'est pas celui de l'élite,
pas des polytechniciens ni des énarques, quoi, pour faire vite, hein, ni même des HEC, quoi. C'est le cran du dessous, vous voyez, mais pour autant, ils n'ont pas rien du tout. C'est pas celui de ceux qui ont un CAP ou rien du tout, qui sont du côté des classes populaires. Voilà, on peut dire, c'est la première façon de dire, ils occupent une position moyenne par rapport au patrimoine économique et culturel qu'ils détiennent. Ils sont des positions, voilà, qu'on peut dire intermédiaires. C'est aussi moyen au sens où ils sont aussi caractérisés beaucoup par des gens qui sont en déplacement social. C'est-à-dire soit qui tombent du haut, qui se déclassent, vous voyez, soit ils montent, ils viennent du bas. Vous voyez. Donc, et puis, ou alors ils se reconvertissent d'un pôle à l'autre. Parce que voilà, on peut y distinguer des pôles. Alors ce que j'ai essayé de montrer, après d'autres, hein, c'est qu'au fond, il y a trois composantes au moins dans la petite bourgeoisie qui permettent de les rassembler et de les distinguer à l'intérieur. Il y a d'une part les indépendants. Voilà. Alors ça, c'est la petite bourgeoisie la plus traditionnelle. Les artisans, les commerçants. Et les artisans, c'est ceux qui détiennent leurs moyens de production, donc qui n'exploitent personne d'autre qu'eux-mêmes, leur propre force de travail. Les commerçants, c'est un peu la même chose. Ils tiennent boutique, ils ont la boutique, donc ils sont ouvriers dans leur boutique et ils accumulent du profit commercial avec, en vendant et en revendant des choses, hein. Bon. Et puis, on peut y ajouter, à mon avis, une catégorie de paysans, les petits paysans, qui d'une certaine façon sont un peu dans la même position que les artisans, c'est-à-dire qu'ils s'exploitent eux-mêmes, mais ils sont leurs propres patrons quand même. Ils sont indépendants, quoi. C'est les travailleurs indépendants. Donc ça, c'est la fraction la plus classique, ancienne, de la petite bourgeoisie, qui se reproduit vaille que vaille. Marx disait, ils vont disparaître. Il se trompait. Là, oui, je ne dis pas toujours qu'il a raison. Ils se trompaient, ils ne sont pas disparus. Ils ne sont pas disparus, ils se maintiennent. Bon, ça serait intéressant, mais ce que je disais à ma collègue d'à côté, là, c'est qu'il y a malheureusement peu d'enquêtes. C'est dommage, mais voilà, c'est comme ça. Il y a peu d'enquêtes, peu de gens qui travaillent sur ces questions, ils sont pourtant intéressants. Savoir pourquoi et comment ils arrivent à se maintenir. Alors qu'effectivement, il y a de bonnes raisons de penser qu'ils allaient se faire bouffer, quoi. Vous voyez que les petits commerces allaient être bouffés par les grandes surfaces, hein. Bon, voilà, c'est simple à comprendre, ou que les petits producteurs allaient être bouffés par les gros, quoi. Bah oui, c'est vrai, d'ailleurs, il y en a plein qui disparaissent, mais en même temps, ils arrivent ils ressurgissent sous d'autres formes, etc. Vous parliez des auto-entrepreneurs, là, tout à l'heure, oui, c'est vrai, c'est une des modalités particulières de leur existence. D'autres, c'est des salariés exploités, déguisés, hein. Mais bon, mais c'est compliqué, quoi. C'est un univers relativement compliqué, mais là, il y a de bonnes enquêtes sur les auto-entrepreneurs. C'est très, Sarah Abdel-Nour, pour ne pas la nommer, elle a fait un très beau travail sur ces questions-là. Bon, donc voilà, il y a cela, et puis il y a deux autres actions. Il y a le secteur d'encadrement du secteur privé, hein, initialement, c'est les contremaîtres, voilà, on pourrait dire, hein, les chefs d'atelier, les contremaîtres, etc., les ingénieurs, après, en tout cas, une catégorie d'ingénieurs, parce que très vite, on passe de l'autre côté, on va passer dans la bourgeoisie. C'est-à-dire, si on monte très haut dans le personnel d'encadrement, on va se retrouver, en fait, avec des cadres supérieurs qui sont en fait des bourgeois. Je pense il faut expliquer pourquoi, hein. Marx en parlait très bien, d'ailleurs. On fait comme s'il n'avait jamais parlé. Il parlait des officiers, des sous-officiers de la bourgeoisie dans le Capital. Il parle de ça, c'est tout à fait intéressant. Bon, c'est une espèce de salariés de confiance, quoi, en quelque sorte, qui deviennent, qui sont finalement intégrés dans les rangs d'eux, ou bien pas vraiment, quoi. Ou bien qui sont des ouvriers promus, qui savent pas très bien où ils sont mal à l'aise dans leur rôle, etc. Bon, voilà, donc il y a ça, les cadres du secteur privé, et puis les cadres du secteur public. Alors, dans les cadres du secteur public, vous avez euh, 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 deux pôles, on pourrait dire. Ceux qui sont dans l'appareil répressif, bah, c'est les policiers, l'armée, hein, c'est le bras armé de l'État, ça existe toujours, hein. Ils se renforcent, même, on croyait que c'était mort, pensez-vous, on leur redonne de la vitalité, là, tout récemment. Bon, voilà, on pensait que c'est un truc en voie d'extinction, pensez-vous. Bon, voilà, d'une part, ça c'est plutôt masculin, et puis il y a l'autre secteur des appareils d'État, qui sont ce qu'on pourrait appeler la main gauche de l'État, quoi. Bon, à commencer par les enseignants, qui sont des enseignantes, de plus en plus, des femmes, de plus en plus. La main gauche de l'État, bah, vous voyez, c'est tout ce qui s'occupe du social, quoi, pour faire vite. Vous, les travailleurs sociaux, machin, etc., tout ce monde-là, quoi. Les professions dites intermédiaires, hein, qui occupent une place bon, qui est considérable, qui s'est étendue beaucoup au fil du temps, beaucoup avec la mise en place de ce qu'on appelait l'État social dans l'après-guerre. Bon, donc il s'est beaucoup étendu pendant un temps, qui tend à régresser d'ailleurs depuis, hein, ça diminue, il y en a moins qu'il y en a eu avant. Voilà. Donc voilà, pour ce qui
qui est de la petite bourgeoisie. Pardonnez-moi, c'est long et en même temps, c'est très insatisfaisant, quoi. C'est trop vite fait, quoi. Il faudrait montrer, par exemple, qu'est-ce qui fait qu'on peut les regrouper, pourquoi on les regroupe, etc. Bon, voilà. Et avec tous les problèmes que ça pose, ce qui n'est pas, ce qui va pas de soi, il y a aussi la vocation politique que les différents types de sociologues leur ont trouvé aux ces classes moyennes, ou à cette petite bourgeoisie. On nous ressort un coup de temps en temps comme étant la classe d'avant-garde, quoi, la nouvelle avant-garde. Bon, c'est un peu passé de mode d'ailleurs ces derniers temps, ces dernières décennies, c'est plus très in, mais ça l'a été très pendant un temps, quoi, de façon un peu paradoxale, mais c'est comme ça. Voilà. Alors voilà, c'est ma première réponse. L'autre, c'est les transformations internes aux classes. Du côté des dominants, je pense qu'il faudrait insister sur deux choses qui me semblent importantes, hein, du côté des dominants. C'est d'une part le fait de c'est d'économie là, je suis désolé, mais c'est la financiarisation, la place prise par la finance, quoi, ce qui est une chose tout à fait essentielle, quoi, hein, dans la grande bourgeoisie, voilà, c'est la place prise par ce que Marx appelait le capital financier. Voilà, pas le capital productif, ni le capital commercial, ni la rente foncière, c'est le capital financier qui a pris un ascendant considérable, hein, depuis les dernières décennies, depuis, disons, la moitié des années 70, quoi. Bon, c'est une chose tout à fait essentielle, hein. C'est l'ascendant pris par le capital financier. L'autre, c'est l'internationalisation du capital. Bon, c'est un autre aspect tout à fait essentiel, en tout cas jusqu'à maintenant, parce que peut-être que ça va changer dans les mois qui viennent, on ne sait pas. Hein, on ne sait pas. Bon, voilà, il y a des économistes sérieux qui disent que peut-être on est en train d'entrer dans une nouvelle phase du capital, hein, une espèce comment dire, de pédale brutalement mise sur le néolibéralisme, c'est-à-dire le libre-échange généralisé, pour revenir à une situation de protectionnisme de plus en plus forte et de tensions très vives entre les groupes capitalistes dominants. Bon, voilà, donc c'est possible que, voilà, je pense que c'est de ce côté-là, hein, qu'il faudrait chercher un aspect des changements. Il n'y a pas que cela, hein. Il y en a d'autres qui sont aussi tout à fait intéressants, qui sont importants. Par exemple, il y a les stratégies de reproduction qui ont changé, la place prise par rapport à un certain type de grandes écoles par rapport à d'autres, quoi. Bon, alors, la place prise tout simplement par les écoles, hein, c'est-à-dire que la bourgeoisie a éprouvé de plus en plus le besoin d'accumuler du capital scolaire, ou de faire que leurs enfants aient pas simplement des diplômes décoratifs, mais des vrais diplômes pour légitimer leur position comme dans la sphère dominante, dans les différents champs du pouvoir, voilà, pour reprendre un lexique bourdieuien. Voilà. Donc il y a ça pour ce qui est de la bourgeoisie. Pour ce qui est des classes populaires, alors là je pense que c'est le changement le plus visible et le plus spectaculaire. Au fond, ce que vous évoquiez, monsieur, au temps où Marx était à la mode, on défendait la classe ouvrière contre la bourgeoisie, la classe ouvrière étant censée être, dans le cadre de la prophétie marxiste, là pour le coup je parle de prophétie, effectivement, étant censée être la classe qui allait abolir la domination bourgeoise pour établir le communisme, la dictature du prolétariat, le communisme, etc. Bon, on connaît la suite du film. Alors, ce qui a changé, c'est la place tenue par la classe ouvrière aujourd'hui en France, en tout cas dans la structure sociale française. Elle a culminé aux alentours des années 70, dont je parlais tout à l'heure, à 35% à peu près de la population haïtienne. C'était pas rien quand même, quoi. Avec des très grandes concentrations ouvrières, hein, du type, je sais pas, Renaud Billancourt, je parle ici parce que c'est un exemple, hein. C'était, voilà, l'image de la forteresse ouvrière, c'est un titre d'un sociologue, voilà, qui était bon, une espèce de représentation de ce qu'était ah oui, pardon, une représentation, oh là, oui, une représentation de ce qu'était la classe ouvrière et de sa force, quoi, hein. C'est comme classe mobilisée, avec un parti communiste puissant, hein, qui représentait à peu près 25% des voix. Bon, enfin, bah, voilà, c'est pas rien le PCF, quoi, à cette époque-là. Donc voilà, c'était une force à la fois économique, sociale, syndicale, politique. Voilà, de première grandeur. Donc c'est ça le changement majeur, à mon avis, dans les classes populaires, c'est le déclin, hein, de la classe ouvrière, le déclin numérique spectaculaire, hein, c'est des délocalisations. C'est pas qu'il n'y a plus d'ouvriers, il faut pas croire ça, hein. Simplement, ils sont partis ailleurs, quoi. Ils sont en Chine, dans le sud-est asiatique, ou dans l'Europe de l'Est, il y a une belle enquête, hein, de collègues qui ont fait une analyse de la structure de classe européenne, où on s'aperçoit qu'en fait, si on regarde l'Europe, on a fait l'enquête, c'est ce que j'ai fait là, pas à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Europe. Ce qu'ils ont fait, qui est extrêmement intéressant, on s'aperçoit que les ouvriers, ils ne sont pas disparus, ils sont simplement à l'Est et au Sud. Voilà. Les bourgeois, ils sont chez nous, quoi. Hein, vous voyez, c'est qu'il y a une espèce de délocalisation, en fait, hein, de la structure de classe qui s'est déplacée, effectivement, dans l'espace géographique,
hein, et dans l'espace social. Bon, donc il y a ça, quoi. D'une part, le déclin de la classe ouvrière, qui a un déclin numérique, économique et politique, bien sûr. Aussi, c'est la chute du PCF qui n'est plus rien, le déclin du marxisme qui est aux oubliettes, aux archives, bon, etc. Voilà. Donc il y a ça qui est tout à fait essentiel. Parallèlement, il y a un autre aspect, c'est que est-ce que les classes populaires sont disparues? Bah non, parce qu'on s'aperçoit que si on regroupe, ce qui est totalement socialement légitime, je crois, les ouvriers et les employés, eux, devrais-je dire, parce que c'est 80% des femmes, hein, qui ont à peu près les mêmes salaires, des conditions de travail tout à fait comparables à ceux des ouvriers d'aujourd'hui, alors ça fait encore, en gros, la moitié de la population active. Ça reste les classes populaires définies comme je viens de le faire là, ouvriers plus employés, ça fait la moitié de la population active. C'est-à-dire que c'est pas rien pour autant. Vous voyez, c'est plus ce que c'était. Les classes populaires ne sont plus la classe ouvrière. Ouais, la classe ouvrière n'est plus ce qu'elle n'a jamais été, comme disait un collègue de une époque, c'est une réflexion tout à fait intéressante, je crois. Mais en même temps, pour autant, est-ce qu'elles sont disparues? Non. Elles ne sont pas disparues, elles sont transformées assez radicalement. Et donc ça, c'est, je crois, la transformation centrale sur laquelle j'insiste un peu lourdement dans le chapitre, je ne sais plus combien, l'avant-dernier, quoi, sur les classes populaires. Mais c'est pas le seul changement, évidemment. Parce que le fait que, justement, ce soit plus l'ouvrier d'autrefois, hein, l'ouvrier PC, CGT, quoi, bon, et que ce soit désormais les classes populaires, comme je viens très vite de le dire, ça change aussi ses manières d'être, ses styles de vie, ses revendications, etc. Bon, qui sont, je crois, en gestation encore. Parce que ces transformations-là, ça met du temps. Ça met très très longtemps. Voilà. À devenir, par exemple, quelque chose comme une conscience de classe, etc., c'est à réinventer, à redéfinir, à repenser politiquement en particulier, alors que personne ne s'en charge, ou à peu près vers ça. Ça va pas aider. Hein. En tout cas, ça n'aide pas à ce que ça se passe tout à fait rapidement. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Je suis navrée, je vais devoir lever la séance si on a pris le temps de vous écouter, d'échanger finalement un peu de manière un petit peu courte, mais néanmoins ça a permis de prolonger un petit peu. Merci pour vos présentations, votre développement. Alors, peut-être que finalement, la société, elle s'actualise de ses propres luttes qu'elle contient, qu'elle favorise. En tout cas, aujourd'hui, en tout cas, on était dans ce cadre-là d'une lutte contre les discriminations. Donc, on va se souhaiter une bonne lutte à chacun, de continuer en tout cas, et ensemble, exactement. Belle soirée, merci pour votre présence. Merci beaucoup.